donc à notre émission. J'ai accroché choses sur Afrique 2050. Je dirais bonjour, bien bonsoir à tous, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue donc à cette nouvelle édition donc déjà accroché choses sur Afrique 2050 Radio. Après donc notre entretien remarqué avec M. Frank Jotan, figure donc de la lutte pour la démocratie au Gabon, nous poursuivons donc le débat en donnant donc aujourd'hui la parole à un autre regard, une voix différente, une perspective, j'allais dire, assumée. Notre invité de ce jour est M. Hervé Epié, citoyen gabonais, engagé, observateur attentif de la vie politique dans son pays, favorable donc à la politique menée par le général Oligui Nguema depuis la transition engagée en août 2023. À l'approche donc d'élections présidentielles prévues pour le 12 avril, il vient donc nous livrer sa lecture donc des événements, son analyse du processus électoral en cours et répond donc aux critiques formulées par certains opposants, notamment M. Frank Jotan. On parlera beaucoup de Frank Jotan aujourd'hui. Alors, le Gabon est-il sur, disons, la nouvelle voie du renouveau ou donc de la continuité déguisée? La transition militaire est-elle ouverte? J'allais dire, a-t-elle donc ouvert, j'allais dire, la voie à un véritable changement? Comprenez l'interrogation. Nous en parlons sans filtre, ici même, Afrique 2050 Radio. Alors, bonjour donc, monsieur, bonsoir, monsieur Hervé Epié, et merci donc d'accepter notre invitation. Bonsoir, Jack Rogers. C'est plus qu'un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver avec vous après pratiquement plus de 5 ans. Vos émissions sont écoutées et comme toute personne engagée pour le bien de sa communauté, je suis ravi de pouvoir être avec vous et de partager mon point de vue qui est plus ou moins l'écho de la majorité des Gabonais en tant qu'homme de données, de base de données. Lorsque vous prenez la peine de pouvoir observer la scène politique gabonaise, on ne peut pas se cacher. Rien n'est parfait, c'est pas une recette magique, mais en ce moment au Gabon, il y a un mouvement, il y a une solidarité nationale qui regroupe la majorité des fils gabonais pour pouvoir porter à la plus haute responsabilité de notre pays le président Brice Oligui Nguema. Alors, vous avez apporté votre soutien à M. Ali Bongo aujourd'hui, vous apportez aussi votre soutien à M. Oligui Nguema, et c'est un mouvement que vous apportez toujours votre soutien à celui qui est au pouvoir. Que répondez-vous par rapport à ça? De par profession, je suis comptable. Je suis un homme qui est porté sur l'historique. La comptabilité est basée sur l'historique. Nous nous servons de l'historique pour pouvoir établir l'état présent et faire une prévision par rapport à demain. Et de par-dessus tout, je suis légaliste. Je souscris à soutenir les institutions de mon pays. Comme vous l'avez si bien dit par le passé, j'ai soutenu Ali Bongo Ondimba et aujourd'hui, je soutiens le président Oligui Nguema. Vous l'avez sûrement également constaté que le Parti démocratique gabonais dans sa majorité, enfin certains anciens membres du Parti démocratique gabonais ou certains membres du Parti démocratique gabonais sont aussi inclus dans le gouvernement du général Brice Nguema Oligui. En ce moment, la question n'est pas de savoir de quelle souche religieuse je suis, de quelle souche politique que je suis. Notre pays connaît une crise. Connaît une crise. Connaît une crise et notre pays appelle les Gabonais à se mobiliser pour pouvoir apporter tous dans notre diversité en termes de religion, en termes de point de vue politique, quelle est la meilleure option. En fait, en ce moment, nous avons ce qu'on appelle, comment dire, une participation citoyenne massive à la mise en place des politiques publiques pour pouvoir espérer avoir un meilleur Gabon et ne pas répéter les erreurs qui ont été faites hier. Nous y reviendrons, monsieur Epié. Alors, on ira rapidement, pas à pas. Allons-y d'abord sur la base donc, de votre soutien au général Oligui Nguema. Pourquoi soutenez-vous aujourd'hui la politique du général Oligui Nguema? Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui, selon vous, le différencie fondamentalement du régime Ali Bongo? Prenez la première différence, je l'ai cité tout à l'heure là,
l'appel aux citoyens gabonais à participer à la mise en place des politiques publiques gabonaises dans l'intérêt national. C'est la première fois depuis plus de 14 ans que nous avons eu cet appel. Et vous avez vu, après le coup d'État, comment les Gabonais, de tous les horizons, de tous les espaces géographiques, se sont mobilisés. Moi notamment, comme tous les autres Gabonais, de différents bords politiques se sont mobilisés pour apporter leur pierre à la loi fondamentale qui devait être écrite hier. Donc la première différence qu'il y a entre l'ex-président Ali Bongo Ondimba et le président Oligui Nguema, c'est sa faculté, son empathie à inclure ses compatriotes gabonais. Et comme il a si bien dit, il n'est pas le représentant d'un parti politique. Il n'est pas le représentant d'un clan. Il n'est pas le représentant d'une association. Il fait appel à tous ses compatriotes gabonais, quel que soit leur bord. C'est cette approche. Parce que comme je vous le dis, je suis comptable, donc je suis plus ou moins outillé à la valeur de travail d'équipe. Il y a de la place dans la compagnie pour tout le monde. Chacun de nous doit pouvoir apporter son savoir-faire pour pouvoir mener à bien les missions de la compagnie. Et cette approche est une approche qui m'a plus ou moins séduit. Il y a l'empathie qu'il a pour son pays. Ce patriotisme qui vous met mal de voir les ressources que le Gabon a et de voir l'état d'avancement de notre pays. Ça l'a interpellé. Cette envie de vouloir dire que mon pays doit pouvoir être aussi un exemple en termes de développement durable. On a vu avec Ali une politique de développement durable basée sur des maquettes et non la concrétisation. Donc ce sont ces valeurs qui m'ont emmené à penser, non seulement parce qu'il a eu l'audace, les Gabonais en avaient marre, les Gabonais parlaient, mais il a eu l'audace et le courage de dire non, de taper sur la table et d'organiser ce coup de libération le 30 août 2023. Donc ce sont ces valeurs qui m'ont mené à dire voici quelqu'un, en fait, un brin d'espoir pour un meilleur demain. Ce sont ces valeurs qui m'ont mené à me rallier à l'appel du président Brice Oligui Nguema. Alors, vos compatriotes, surtout M. Franck Jobtan, on va beaucoup parler de lui aujourd'hui, affirment que le système n'a pas véritablement changé, seulement que de visage. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a bien donc une rupture avec l'ancien régime? Mais, comme je dis, l'une des valeurs du président Brice Oligui Nguema, c'est la garantie et la mise en place des valeurs de liberté. Si vous prenez la peine de consulter la charte de la transition, vous verrez, et même dans la nouvelle loi fondamentale, les valeurs de liberté ont été prisées, ont été valorisées. Ça veut dire quoi? Que notre compatriote, Franck Jobtan, a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Mais ce qu'il dit et ce qu'il pense n'est pas forcément réalité. Je vous ai dit, je suis comptable. Je suis un homme de chiffres. Une décision n'est pas prise sur la base des spéculations ou de points de vue de quelqu'un ou de sentiments de quelqu'un. Une décision, elle est prise sur la base des bases de données optimales, de maximum de données maximales qui vous permettent de pouvoir garantir cela. Pourquoi je le dis? Regardez la loi fondamentale gabonaise actuelle. Vous voulez un changement? Nous avons aujourd'hui au Gabon un régime présidentiel. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'aujourd'hui, par le passé, on avait du mal à pouvoir responsabiliser le chef de l'État par rapport aux différentes, par rapport aux différentes actions ou incompétences qu'il y avait au niveau du pays. Aujourd'hui, on a un système présidentiel. Le chef de l'État est le chef du gouvernement, plus ou moins, et il sera tout de suite responsable de ce qui ira bien ou en mal au Gabon. Vous parlez de système. Je ne pense pas que c'est en 2 ans ou en 1 an qu'on peut éradiquer un comportement social. Je dis bien un comportement social qu'il y a eu pendant plus de 40 ans. D'accord, justement. Le président arrive, il fait l'état de lieu.
il fait l'état de lieu, il constate, il fait l'état de lieu. Par rapport à l'état de lieu, il met en place un plan, un programme pour pouvoir éradiquer ce comportement et voir dans quelle mesure nous pouvons aller vers un meilleur Gabon. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 19 mois. D'accord. Justement, cela va nous amener donc à parler donc du bilan donc de la transition. Hein. Après bientôt 2 années, hein, après la prise donc de pouvoir hein, par les militaires, quel bilan dressez-vous, cher ami, hein, donc de la transition? Y a-t-il eu des réformes concrètes, visibles pour le peuple gabonais? Mais bien sûr, je viens de parler de cette réforme au niveau de la loi fondamentale, le régime présidentiel. Mais je vais d'abord féliciter le régime en place. Nous avons vu récemment la décision qui a été prise par les Américains de interdire l'accès aux États-Unis à certains pays africains, notamment certains pays qui ont connu, comme le Gabon, des coups d'État. Mais il faut le dire, et il faut le galvaniser, le Gabon n'y figure pas parmi ces pays qui ont été bannis d'accès aux États-Unis. Le Gabon est un pays qui a fait un coup d'État. Et cette décision n'est pas hasardeuse. Ça, c'est le fruit de tous les voyages de lobby que le gouvernement du président Oligui Nguema, que le ministre des Affaires étrangères Régis Ndiaye ont eu à faire. Tous ces voyages qu'ils ont eu à faire à travers le monde pour rassurer la communauté internationale que le mal était profond. Nous ne sommes pas là pour empêcher les libertés. Nous ne sommes pas là pour rompre nos rapports avec la communauté internationale. Nous sommes là pour redresser les choses pour l'intérêt des Gabonais. Donc, en termes de bilan concret, de façon matérielle, qu'il faut à la limite célébrer, c'est de montrer le dynamisme de la diplomatie du président Brice Oligui Nguema. Parce que certains pays qui ont fait des coups d'État, à l'instar du Burkina Faso, et d'autres pays africains, pour des raisons quelconques, sont bannis d'accès d'accès aux États-Unis. En d'autres termes, les réformes. Je vous ai parlé de l'état de lieu qu'ils ont eu à faire. Quand ils arrivent, ils mettent en place, il faut un état de lieu, ils mettent en place un registre de missions à atteindre. Mais la première réforme, c'est quoi? Mais je vous ai dit, il fallait voir l'enthousiasme qu'il y avait lors du dialogue national, à travers le monde. Tous les Gabonais se sont sentis libres, l'envie, la chaleur, l'engagement de vouloir voir sa pensée écoutée pour l'intérêt du bien-être commun. Nous avons une nouvelle loi fondamentale. Les gens parlent de réforme. Nous avons une nouvelle loi fondamentale. Mais dans la loi fondamentale, pour la première fois depuis l'histoire du Gabon, nous avons des articles qui mettent en valeur, qui insistent sur la valeur de contrôle de gestion. La valeur de contrôle de gestion. En termes d'intégrité, en termes de performance, en termes de responsabilisation et en termes de traçabilité. Et là, je parle en tant que comptable, en tant qu'homme de chiffres. Ce qui n'a jamais été dans la loi fondamentale gabonaise. Mais ça, il faut traduire ça aux Gabonais. C'est peut-être pas prétentieux, mais tous les Gabonais n'ont pas la même aptitude à pouvoir cerner cela. Et pour la plupart, ils ne lisent pas. Pour la plupart, ils ne lisent pas. Je vous ai parlé encore de quoi? Du rajout des valeurs de liberté au niveau de la loi fondamentale, qui ont été augmentées. Je parle encore de quoi? Je parle de la loi, du code électoral qui a été établi. Et tout cela se passe en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. La pression qu'il y a, il faut pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement gabonais ne jouit pas de toutes les prérogatives d'un État souverain parce que nous sommes en transition. Ils n'ont pas accès au crédit comme ils avaient par le passé. Donc, ils ont des dettes, ils ont des engagements qu'il faut honorer de façon mensuelle par rapport aux différentes dettes qu'on a. Mais ils ne peuvent pas avoir accès au crédit parce que, justement, l'investisseur n'est pas rassuré. Vous êtes en transition. Vous êtes un régime militaire. L'investisseur n'est pas rassuré. Mais donc, ils ont... C'était un marathon. Mais le Gabonais moyen, lambda, ne comprend pas cela. Et je dis encore, pour résumer le bilan du général Oligui, en termes de réforme et en termes de bilan, je m'apaise sur la loi fondamentale, je m'apaise sur les libertés, je m'apaise sur le code électoral et je m'apaise surtout
sur la diplomatie gabonaise qui nous a permis aux Gabonais de ne pas nous voir supprimer le, le privilège d'accéder au visa américain et venir aux États-Unis. D'accord. Donc, au niveau du plan, sur le plan institutionnel, il y a eu des réformes qui ont été appréciées. Et pratiquement, hein, ce qui impacte la vie hein, donc des Gabonais de tous les jours, hein, le panier de la ménagère, les infrastructures. À ce niveau, est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées? Mais là encore, les avancées, oui. À un moment, ils ont passé des décrets. La pression était tellement lourde. Et là encore, je parle en termes, non en termes économiques. La pression était tellement lourde en termes du panier de la ménagère qu'ils ont passé des lois pour pouvoir plafonner des prix des produits. Et là encore, ça a été mal fait. Parce que imaginez-vous que moi, je suis Quels produits ont pratiquement l'huile de cuisine, la viande, le poulet, l'oignon, des trucs, enfin des aliments quotidiens. OK. Mais imaginez-vous que moi, je suis un investisseur, que moi, j'achète ma marchandise à l'étranger, on va dire à 1000 francs CFA. J'arrive à la douane, je paye, je paye 200 francs, ça fait 1200 le coût d'achat. Et que par la suite, vous passez des lois qui me demandaient à moi de vendre ce que j'ai acheté à 1200 à un prix inférieur. Mais ça crée une tension entre le gouvernement et les PME qui sont en place. Donc, le tout n'est pas seulement de décider qu'en fait, écoutez, on va plafonner les prix. Non, laissez le marché agir. Vous pouvez agir en termes fiscal, faire dire que non, écoutez, bon, pour pouvoir baisser le prix de vente de vos marchandises, bon, on va vous faire, comment dire, on va vous faire quel est le terme en français, enfin une réduction au niveau douanier. C'est-à-dire que si votre marchandise coûte, je sais pas, on va dire 1000 francs, on va vous exonérer, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, du coût de douane pour vous permettre de vendre votre produit à un prix moyen. Bref, il n'y a pas eu une coordination entre le ministère des Impôts, la douane et le gouvernement pour pouvoir étayer de façon fiscale comment faire pour pouvoir baisser les taxes pour augmenter le pouvoir d'achat de la ménagère. Mais je vous dis encore, c'est pas quelque chose qui peut se résoudre en 2 mois, en 3 mois. Mais moi, pour cette initiative, je leur tire chapeau. Non seulement d'avoir essayé, je leur tire chapeau. La volonté, elle est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République s'entoure des Gabonais compétents, de la classe politique compétente, de tous bords, et des investisseurs compétents. Ils s'asseyent de voir en quelle mesure nous pouvons, durant le prochain mandat, nous rassurer qu'effectivement, nous pourrons, à travers des politiques publiques, fiscales, comment faire pour pouvoir ramener le pouvoir d'achat de la ménagère. Monsieur Pierre, merci beaucoup. Alors, on revient rapidement. On va continuer au niveau donc, de notre question. Hein. Donc, avec tout ce que vous venez de dire, hein, Monsieur Hervé Appier, certains Gabonais estiment hein, que la transition a été donc marquée par un verrouillage, j'allais dire, hein, du débat public et l'opposition. Quelle est réellement votre réponse par rapport à cela? Vous savez, à l'âge de l'AI, le monde est tellement avancé. J'ai eu un training il y a peut-être 2 semaines. Nous, les Africains, on excelle beaucoup plus dans le dispersement des plaintes. C'est ça, les Africains. Regardez le monde. Hein. L'Afrique marche en arrière, on est aux États-Unis, hein, et le monde avance. Et nous, on a du mal, de façon objective et intègre. Écoute, nous ne sommes pas obligés. Au contraire, la critique objective, elle est riche pour la communauté, quoi. Elle est riche pour la communauté. Mais c'est comme partout ailleurs. La politique en place du nouveau président et les efforts qui sont fournis ne feront jamais l'unanimité de la classe politique gabonaise ou de la population gabonaise. Vous trouverez toujours des gens qui vont se plaindre.
Vous trouverez toujours des gens qui vont se plaindre. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas prétentieux. Nous avons des matrix. Nous avons des matrix qui sont là pour pouvoir nous permettre d'interpréter et de voir l'évolution des choses. Je vous dis encore en ce moment, euh, bien sûr, tous les Gabonais ne sont peut-être pas d'accord avec le nouveau régime. Bien sûr, il y en a qui vont se plaindre. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons une marée humaine au Gabon. Une marée humaine au Gabon. Aussi bien des opposants. Je vous prends des opposants. Mais je vous prends Madame Maganga Moussavou. Je vous prends l'opposant Jean Ping, qui sont des figures politiques gabonaises assez outillées, mais qui aujourd'hui se retrouvent derrière le président Oligui en termes de soutien, parce qu'ils pensent qu'il incarne un meilleur espoir pour le Gabon. Il incarne un meilleur espoir pour le Gabon. Mais bien sûr que vous verrez des gens, il y a des gens, on a des compatriotes qui vont se plaindre, mais la majorité des Gabonais, c'est ce qui nous importe le plus. La majorité des Gabonais. On aura 2, 3 Gabonais, 4, 5 Gabonais qui vont se plaindre, forcément, comme notre compatriote Franck Joktan. C'est son droit, on est en démocratie. Il a le droit de pouvoir exprimer, c'est en démocratie. Mais son point de vue est une goutte d'eau dans l'océan. C'est ça. On veut des Gabonais et des Gabonaises qui veulent se démarquer. Je vous dis, je travaille aux États-Unis. Je travaille pour le gouvernement américain. Je ne suis pas là pour faire... Non, c'est mon pays et mon pays traverse un moment critique de son histoire. En tant que Gabonais, j'ai l'obligation de me ranger vers ceux qui pensent que notre pays est meilleur, après avoir pris la peine d'évaluer. Mais excusez-moi, comme je dis, ceux qui représentent les gouttes d'eau dans l'océan, en démocratie, ils peuvent s'exprimer, mais leur point de vue n'affecte pas moi, Hervé Pied, comment je me lever pour pouvoir payer mes factures. Ils sont insignifiants. De façon concrète, le monde est ainsi fait. Et nous allons avancer avec la majorité des Gabonais qui veulent faire du Gabon un meilleur endroit pour le bien-être des fils et des filles du Gabon. N'empêche que, M. Epier, il y a beaucoup, que répondez-vous aux accusations selon lesquelles le processus électoral est précipité et taillé sur mesure pour favoriser le général Oligui Nguema? Mais comme je dis encore, c'est pas de la prétention, c'est des gens qui ne sont pas peut-être, comme je dis encore, c'est des gens qui vivent sur des émotions, qui n'ont pas la réalité des faits. Je vous ai parlé, en ce moment, notre pays, le Gabon, notre note a été dévaluée, je crois, 2 ou 3 fois déjà là. Donc vous avez des gens qui ne s'y connaissent aucunement dans l'arcane financier, qui ne savent pas qu'en ce moment, notre pays a du mal à pouvoir payer nos engagements, qui ne savent pas. Et la pression que le gouvernement avait, je vous dis que la communauté internationale financière, en tant qu'investisseur, c'est un pays qui est en transition. Moi, si j'ai mon argent, pourquoi vous pensez que je vais injecter mon argent au Gabon alors qu'ils sont en transition? Il y a un gouvernement militaire. Donc, il y a de la réticence chez les potentiels investisseurs à pouvoir déposer de l'argent vers le Gabon. Donc, le gouvernement en place, pour pouvoir jouir de toute de pleinement sa souveraineté et de pouvoir rassurer la communauté financière sur leur engagement à honorer leurs obligations, étaient contraints de tout faire pour pouvoir sortir de la transition. Et eux-mêmes, quand ils ont pris, ils ont dit, nous ne sommes pas là pour rester au pouvoir. Nous sommes là pour pouvoir faire un état de lieu et voir dans quelle mesure nous pourrons restituer le pouvoir aux civils. Donc, je vous dis encore, c'est pas de la méchanceté. Le monde est ainsi fait. Il y en a qui vont se plaindre, mais ils ne connaissent pas. Je vous dis, écoute, notre note a été dévaluée 2 fois. Allez à Moody's, c'était là. Et ça, c'est des choses que le Gabonais moyen ne comprend pas. Il a du mal à comprendre que non. Bon, le Gabonais moyen comprend, écoute, moi, à la fin du mois, j'ai mon argent, mais il ne sait pas que le gouvernement gabonais a des obligations financières. On a emprunté de l'argent, il faut pouvoir les payer, et les intérêts, etc. Mais ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, écoute, non, Mhm. tout Alors, se passe dans le délai. mhm. Il y a une urgence à sortir du Gabon de cette période de transition pour pouvoir jouir de tous les privilèges d'un État souverain et pour pouvoir davantage rassurer la communauté internationale et surtout financière. Mhm. Ce sont ces mêmes personnes qui ne peuvent pas comprendre pourquoi aujourd'hui l'Amérique n'a pas exclu le Gabon, comme d'autres pays, à accéder à leur territoire. Mhm. Mhm.
D'accord. Alors, on va maintenant parler donc sur les élections présidentielles à venir, hein. Sur quatre candidats retenus, pensez-vous qu'il y a eu donc une réelle pluralité démocratique? Pourquoi certains candidats, selon vous, ont été donc écartés? Et en plus, M. Epié, j'ai été surpris de voir qu'aucun candidat de la diaspora ne figure parmi les quatre. Bon, la loi fondamentale, hein, les critères sont là. Les critères sont là, la loi fondamentale est là. Et si vous êtes Gabonais et que vous remplissez ces critères, vous êtes libre. Mais Vous êtes libre de participer. le Gabonais de la diaspora que vous êtes, est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris ou bien même choqué de voir qu'aucun Gabonais de la diaspora ne figure sur cette liste? Et on a l'impression que tout a été fait pour écarter les Gabonais de la diaspora, même si c'est la nouvelle loi. Mais d'aucuns disent que tout écarte maintenant tous les Gabonais qui sont donc à l'étranger, cette constitution. Allô? Non, oui, allô, apparemment, on était interrompu un moment là. Oui, non, Jack Roger, non. Je suis, comme je dis, j'insiste sur le fait que je suis comptable. La procédure, le livre, la réglementation, c'est ce qui fait de nous. En audit, on nous dit, une erreur faite en suivant la procédure est acceptable, contrairement à une erreur faite en ne suivant pas la procédure. Non, je suis Gabonais, je n'ai pas d'ambition d'être président. Je n'ai pas d'ambition d'être président. Mais je veux apporter mon savoir-faire à l'avancement de mon pays. Et de façon personnelle, je vois quelle est la personne. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui un chef d'entreprise. Je vois les différents candidats et je prends leur CV. Je vois leur attitude, je dis, mais écoute, comment cette personne peut m'emmener, moi, ma compagnie, à pouvoir atteindre les missions de ma compagnie? Donc, en ce moment, je suis en train d'interviewer ces compatriotes qui pensent qu'il peut pouvoir être, comment dire, il peut pouvoir être, comment dire, président de la République gabonaise. Je suis gabonais, si je pense que je peux pouvoir, comment dire, briguer, mais je remplis le critère, je dépose mon truc. Mais comment pouvez-vous accepter que quelqu'un qui remplit un dossier de présidence, je prends le cas de Maganga Moussavou, qui ne prend peut-être pas la peine de lire les critères, parce que le critère d'âge, le cri... Oh, allô, Jack, vous m'entendez? Oui. Donc je disais, le critère d'âge n'a pas été observé par Monsieur Maganga Moussavou. Cela ne l'a pas empêché d'aller déposer son dossier. Donc je ne pense pas, les Gabonais de la diaspora étaient invités, ceux qui peuvent vous prouver de façon matérielle, je dis bien matérielle, qu'ils ont rempli un dossier et qu'ils ont été écartés, je dirais montrez-nous. Mais nous, les Africains, on est beaucoup plus dans l'émotion. On est beaucoup plus dans l'émotion. Dans l'émotion, dans la critique qui est basée sur rien. Les opposants sont là. Billy Bizet est là. Je crois, non, vous disiez quatre. Je crois que ils ont, il y a d'autres candidats qui ont été retenus. Donc, Donc, il y en a qui ont été rejetés. oui, Oui, ouais, quatre à compétir, hein. D'accord. oui. Mais donc, la diaspora n'a pas été exclue. C'est juste que les gens ne sont pas de bonne foi pour pouvoir dire que non, écoute, j'ai déposé mon dossier. Qui connaissez-vous dans la diaspora qui a déposé son dossier? Bah, je crois que Personne. oui, il y a l'autre, Jacques Coué, je pense. Il a retiré après. Jacques Coué du Canada, c'est ça, oui. Non, 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 s'il a retiré, mais c'est peut-être pas. Il y a une réalité au pays. Est-ce que son dossier était complet? Mais il y en a qui font de la figuration pour pouvoir en parler. Il y en a qui manquent de sérieux. Un truc comme une candidature à la présidence c'est pas de la rigolade. Il faut de la rigueur dans l'établissement des fichiers qu'il faut pouvoir, comment dire, déposer. Il faut prendre la peine de pouvoir suivre pour ne pas être, comment dire, surpris lors de rejet de votre dossier. Je prends l'exemple de Magaga Moussavou. Mhm. Il a plus de 70 ans. Donc le critère d'âge, il ne le remplit pas. Ça ne l'a pas empêché d'aller déposer un dossier de candidature. Mais c'est un manque de sérieux. Pourquoi, selon vous? Pourquoi il a fait? Mais, mais pour moi, il le fait parce qu'il n'est pas sérieux. Il manque de sérieux. Non, 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 c'est pas de la méchanceté. D'accord. Il manque de sérieux et à la limite, parce que je suis en ce moment l'intervieweur, il se moque de moi, le Gabonais.
Mais Dieu merci pour lui, j'en ai dans la tête. Et des gens comme ça, excusez-moi, je suis très content pour les gens dont les dossiers ont été rejetés parce ils n'ont pas montré leur sérieux pour le poste qu'ils briguaient. Je suis. Alors, puisque vous parlez de sérieux, je vais vous poser une question et faites de la provocation, s'il vous plaît. N'est-il pas paradoxal qu'un chef de la transition militaire se présente aux élections qu'il organise lui-même après avoir dit en août 2023 qu'il allait remettre le pouvoir aux civils? Mais je prends encore, non, mais nullement, Nullement. Je Je prends prends encore la encore la peine, peine. je dis, j'insiste énormément sur sur l'état de lieu qu'ils ont eu à faire. faire. Ça, c'est Très très important. important. L'état de lieu économique du Gabon, dont les gens ne le connaissent peut-être pas en tant que tel. Oui, mais Là encore, je dis ceci. La La procédure et la réglementation. Pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas être candidat? C'est la même question. Bon, après avoir pris le pouvoir, il avait été clair qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Bon, après, il enlève le treillis pour porter la cravate et il est candidat. Est-ce que ça nous fait un peu choquant un peu quand même? Les civils, ce sont les civils qui nous ont mis aujourd'hui la dette du Gabon est à 60% de son PIB. Nous comprenons cela, monsieur. Ce sont les civils. Oui, on parle certainement de la parole donnée en guillemets. Quand on dit non, le coup d'État, qu'on va remettre le pouvoir aux civils, on se présente. Non. Est-ce que là, mais là encore, mais là encore, je parle quand même comptable. Quand vous avez un budget, le budget est une prévision. Début d'année, vous avez un budget, vous le balancez, il est validé. C'est une prévision. Mais maintenant, durant la période fiscale ou fiscale au calendar, comme on dit ici, vous avez des événements qui vous emmènent à réajuster la prévision. En termes décisionnels, c'est la même chose. C'est pour ça que j'insiste sur l'état de lieu qui a été fait. La gravité. C'est un cas de force majeure. Mais c'est un cas de force majeure. Et moi, personnellement, je prends deux pays. Vous avez le Ghana. J'étais au Ghana en 2021. Vous avez le Rwanda. Ce sont deux modèles où les militaires ont pris le pouvoir, où ils ont instauré une rigueur qui a permis au Ghana d'être aujourd'hui ce qu'ils sont, qui a permis au Rwanda d'être aujourd'hui où ils sont. Et je vous dis, je suis de ceux-là qui pensent que le président de la République doit davantage être rigoureux. Je vous dis encore que le peuple gabonais sort d'une léthargie de plus de 40 ans. C'est bien qu'on l'a vu pratiquement rigoureux dans ces shows, voilà, ou alors on l'a vu un peu quand même rigoureux. J'en conviens un peu avec vous. Non, moi j'ai un mentor en classe d'affaires à l'université qui me disait c'est bien beau les chiffres, c'est bien beau les balance sheets, c'est bien beau les bilans, c'est bien beau les cash flows, mais prenez le temps de vous détendre. Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Il n'y a rien de plus sain que de pouvoir travailler dans la convivialité et la joie. D'accord. Alors, que dites-vous à ceux qui affirment que le vote du 12 avril 2025 n'est qu'une formalité pour légitimer un pouvoir déjà installé? Mais vous savez pourquoi l'Afrique est aujourd'hui dernier sur l'échelle de développement du monde? C'est parce que nous, les Africains, on vit d'affirmation. On vit d'affirmation. Nous ne sommes pas concrets, on a du mal à pouvoir baser nos décisions sur des faits. Le processus, il est là. Mais je vous dis encore, malheureusement, je dis heureusement pour moi, je ne suis pas de ceux-là qui se contentent d'écouter, non. En ce moment au Gabon, sur pied au Gabon, sur toute l'étendue du territoire gabonais, je vous dis bien, soyez surpris, aussi bien le PDG, les membres du PDG, l'opposition, tout le monde est derrière. En ce moment, les 2 dernières semaines, mais il y a un engouement national. Et ça fait longtemps qu'on a vu ce Gabon. Il y a un engouement national. Je vous dis que la femme de Mme Bébé Moussavo, une opposante, elle soutient le président Guimard. Je parle de Jean-Ping, je parle de Chambrier. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ça sera une formalité? Vous êtes d'accord avec Non, pas une formalité.
je dirais que ce serait un plébiscite des Gabonais, de la volonté du peuple gabonais. Hein? La volonté du peuple gabonais qui a besoin d'un changement. En fait, ce qu'on voit en ce moment au Gabon, c'est le besoin que les Gabonais n'ont pas pu exprimer depuis 14 ans. Il y a l'engouement d'un nouveau départ. Est-ce qu'on ne peut pas dire là, nous sommes en train donc de faire du nouveau avec du vieux? Je vous dis encore, on a la chance de pouvoir vivre aux États-Unis. Je travaille pour le gouvernement. Je prends encore un exemple. Là. Notre politique intérieure, quand on a une vacancy, donc une position qui s'ouvre, la priorité, c'est d'abord aux anciens. On a 2 semaines avant que la position ne puisse sortir sur le marché de l'emploi. La priorité vient d'abord aux anciens employés de la compagnie. Donc, la seniorité, je ne crois pas comme l'ancien régime qui pensait que la jeunesse, non, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les Gabonais. Et il a si bien dit. Et là encore, je dis, ce sont les valeurs dans lesquelles je me retrouve. On a besoin de tous les Gabonais, de toutes les zones. D'accord. Alors, puisque nous sommes pris par les temps, on va revenir maintenant sur les critiques même de Franck Djoktan. Je crois qu'on a beaucoup à dire. Monsieur Franck Djoktan évoque une jeunesse gabonaise désabusée et demandeuse de vérité, de justice et de réconciliation. Partagez-vous au moins ce constat? Ce que je peux dire, c'est au niveau de l'emploi. Ça, ce que je dis, je parle au niveau des métriques, donc des chiffres concrets. Nous avons eu des examens des écoles nationales, là, et le monde qu'il y avait attestait effectivement un besoin d'emploi. Donc le chômage des jeunes, il est assez élevé. Rien qu'à voir ces images, ça nous interpelle tous. Mais comme je dis encore, c'est pas en 12 mois qu'on peut pouvoir régler cela. L'état de lieu a été fait. On met en place des politiques publiques pour voir comment garantir à ces jeunes un emploi, une sécurité, après les études, ou encore ceux qui n'ont peut-être pas pu faire des hautes études, voir dans quelle mesure nous avons encore la zone industrielle, économique, voir dans quelle mesure on peut leur permettre d'avoir des trainings pour avoir des certificats et pour pouvoir être insérés. Et nous devons, mais c'est pas seulement, là encore, c'est pas seulement le gouvernement. Moi, je suis citoyen gabonais. Je suis engagé, j'ai des petits frères, des compatriotes au Gabon depuis les États-Unis avec qui je travaille. Comment faire pour pouvoir leur permettre d'être financièrement indépendants? C'est notre responsabilité à tous. Je ne veux pas jouer de ceux-là qui pensent le temps à porter le doigt sur le gouvernement. Je suis gabonais. Qu'est-ce que moi je fais pour me rassurer que mes petits frères et petites sœurs gabonaises puissent avoir ce que j'ai pas pu avoir? Oui, c'est ça. Donc nous devons tous, cette question nous concerne tous. Et non seulement le gouvernement. Mais justement, pour M. Djoktan, il faut savoir réellement ce qui s'est passé. C'est pourquoi il demande la création d'une commission vérité, justice et réparation. Est-ce, selon vous, compatible avec la gouvernance actuelle? Selon vous, oui, est-ce que cette commission a sa raison d'être? Mais je vous dis encore que mon compatriote ne vit pas au Gabon, du moins il vit sur une autre dimension. On a eu un dialogue national. Et durant ce dialogue national, nous avons eu des séminaires, des activités, nous avons un groupe, nous avons eu une thématique sur la jeunesse. Non, mais c'est pas suffisant. Sur la jeunesse. Oui, la commission vérité, justice et réconciliation, ça va au-delà, M. Epier. Non, ce que c'est de dire, c'est que ce dont il parle a été adressé, c'était le lieu adéquat pour pouvoir parler de cela. Le dialogue national. Il y a eu une commission jeunesse. Et c'est à ce moment où les jeunes du Gabon, s'il était intéressé, si réellement il pensait ce qu'il disait, c'est à ce moment où il serait venu apporter sa pierre à l'édification de cela. Dire que voilà ce que nous constatons par rapport aux jeunes, voilà, il faut des réparations, voilà ce qui s'est passé, blablabla. Mais il était absent. Il était absent. Il y a eu une commission de la jeunesse gabonaise durant le dialogue.
durant le dialogue. Les Gabonais ont parlé. Vous y étiez. Mais on n'a peut-être pas pu. Vous y étiez. Non, j'ai contribué en termes d'idées, de valeurs, comme ça avait été demandé, j'ai envoyé. Et par mes obligations professionnelles, je travaille aux États-Unis. Malheureusement, je ne pouvais pas aller au Gabon assister à cela. Mais nous avons eu des compatriotes, donc les membres de la diaspora, que nous avons délégués pour nous représenter lors du dialogue. D'accord. Alors, Monsieur Jordan va un peu plus loin. Jordan va un peu loin. Il affirme aussi que les libérateurs, donc du 30 août, sont donc les oppresseurs de 2009-2016. Que lui répondez-vous? Je dis encore, c'est là, j'insiste énormément sur ma profession, je suis comptable. Et je parle des procédures. Hein. Lorsque vous êtes un homme, lorsque vous êtes un militaire, donc un homme uniforme, vous répondez aux ordres. On est aux États-Unis. Il y a eu 2-3 jours là, il y a un scandale sur le comment dire les trucs qui ont leak là sur l'attaque sur le tir sur le Yémen. Le signal. Ouais, okay. Signalière. Donc les militaires, c'est peut-être pas méchant, mais lorsque l'ordre vient de la hiérarchie, la chaîne de commande, vous exécutez. Ça ne veut pas dire que l'acte qui a été posé était moral. Ce sont les mêmes militaires. Et la responsabilité, alors, même si vous l'exécutez, il y a aussi votre responsabilité, n'est-ce pas? Mais vous le faites dans le cadre de votre travail. Oui, mais on donne une ordre. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, si M. Lizing Guima reçoit des ordres pour assassiner ou bien tuer Pierre ou Paul, non, c'est pas. On ne va pas arriver à ce niveau, non. Il y a l'éthique et la moralité. D'accord. L'éthique et la moralité de la profession. Parce que c'est de dire, ce sont ces mêmes militaires-là qui, au vu de cela, ont eu ras-le-bol, ont pris la peine de pouvoir libérer le peuple gabonais. Ce qu'il exprime, une réalité, mais je vous dis, encore, je prends qu'un exemple, la personne qui a vécu ça dans sa chair, c'est pas Franck Joktan, hein, c'est notre compatriote Jean Ping. Hein. Il l'a vécu dans sa chair. Il était sur le terrain. C'est ce même compatriote, Jean Ping, qui aujourd'hui pense que Oligui Nguema, notre président actuel, est le meilleur choix pour le moment, pour le bien-être. C'est ce même compatriote qui a été victime de ces actions-là. C'est ce même compatriote. Et ils sont là nombreux. Donc, ce qu'on sait dire, c'est qu'on a eu un dialogue national. On a parlé de tout cela. Et l'heure actuelle est de voir dans quelle mesure, comment nous pouvons cumuler le savoir-faire des Gabonais pour que toutes ces exactions ne puissent plus se répéter demain. Mais malheureusement, vous avez des gens qui vivent dans le passé, qui ont du mal à pouvoir se projeter vers l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avançons vers la dernière ligne droite. On parle maintenant sur la vision pour donc, le Gabon. Alors, que propose concrètement le général Oligui Nguema pour bâtir une démocratie durable, selon vous? Beaucoup de personnes disent qu'on n'a pas encore vu son programme. Qu'est-ce qu'il propose réellement? Mais c'est là, je dis encore, il faut être subtil. Il faut vraiment être subtil. Le mot bâtisseur. Si les gens, la subtilité, c'est quoi? C'est quoi un bâtisseur? Qu'est-ce qu'il propose? C'est à travers ce truc-là, c'est de taper dans le génie de tous les Gabonais, de toutes les Gabonaises. En termes de savoir-faire, en termes d'organisation, en termes d'idées, en termes de responsabilisation, pour que ce qui n'a pas marché hier puisse ne pas être fait et pour que nous puissions ensemble mettre les fondations pour un meilleur Gabon. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple au niveau de l'administration. Moi, en tant que bâtisseur, quelqu'un qui soutient le chef de l'État, mais je pourrais suggérer au chef de l'État comment arriver
à rendre notre administration beaucoup plus efficiente. Je prends un exemple simple. Malheureusement, aujourd'hui, les paraffaires, c'est de pratique. Un exemple simple. C'est-à-dire que si vous êtes le directeur général ou le DG, celui qui a la dernière signature, mais si physiquement vous n'êtes pas présent, on doit pouvoir vous attendre. Et ça bloque le flot de l'exécution de la tâche requise. On peut mettre en place des programmes. Nous avons en ce moment, je crois, un compatriote qui était aux États-Unis, qui est directeur général d'une structure et qui est plus ou moins en charge de ça. Il est en train de réfléchir comment faire pour pouvoir numériser l'administration. Je prends un exemple simple. En termes de signature, vous et moi je travaille 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Et par mois, je dis bien par mois, je suis à la trésorerie de la compagnie. Par mois, je fais un virement de plus de 20 millions de dollars. Et parfois sans être au bureau. Ma patronne peut être dans un autre état. Notre CFO peut être dans un autre état. Du moment où on est tous aux États-Unis, quoi. Je reçois la demande, je l'enclenche, ma patronne approuve, et ça va chez le CFO signe, et puis boum, c'est parti. Je prends l'exemple aujourd'hui. Donc, c'est en termes de savoir-faire. Nous sommes des bâtisseurs. L'accumulation, en termes médicaux. Je dis, l'hôpital, c'est pas le bâtiment. L'hôpital, c'est le capital humain. Le capital humain, lorsqu'il est bien structuré, pour atteindre une mission, nous pouvons faire du Gabon quelque chose de meilleur, un meilleur état et améliorer le bien-être de tous les Gabonais. En termes médicaux, en termes éducatifs, en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au Gabon, vous avez une prolifération des BTP. C'est pas structuré. C'est pas du tout structuré. J'ai la chance de travailler pour HOC. Bon, nous, on gère tout ce qui est logements sociaux pour Maryland County. Et je vous dis, mais j'ai tellement appris. Je suis comptable, mais je collabore avec le département immobilier. Mais c'est impressionnant de voir que toutes les étapes sont standardisées et le gouvernement a son mot à dire là-dessus. C'est pas surprenant de voir chez nous, après 2, 3, 4 ans, un bâtiment qui tombe parce que justement nous n'avons pas standardisé les procédures de construction des bâtiments. Ok, d'accord. Donc, ce sont ces mesures-là que nous devons pouvoir mettre en place. Et pour ça, c'est quoi? C'est peut-être faire l'état de lieu de l'administration et apporter des solutions pour pouvoir être plus efficient. Donc, c'est ça les bâtisseurs. Aujourd'hui, les gens se disent, ah mais, c'est quoi son programme? Mais son programme, c'est nous. C'est le capital humain gabonais. Et je vous dis qu'il va le sortir au plus tard samedi, il serait partagé au plus tard samedi. Mais c'est ça les bâtisseurs. Alors, certaines personnes disent qu'il faut créer des sociétés où les dirigeants doivent rendre compte. Pensez-vous qu'il est possible d'instaurer donc un système où le peuple peut réellement faire et défaire donc les chefs d'État, comme le souhaite M. Frank Djoktan? Non, mais ça c'est pas réaliste. En termes de responsabilisation, je viens encore sur l'administration. L'impeachment, par exemple, au niveau des États-Unis, est-ce que c'est pas pas réaliste? L'Amérique a plus de 150 ans de démocratie. Je dis encore, vous avez des gens qui voient le Gabon ou l'Afrique à travers les valeurs américaines. C'est 2 mondes parallèles. Et pour ça, je dis encore, il faut commencer sur les fondations. Les fondations, c'est quoi? Ce sont les valeurs d'excellence. D'abord, commencer par être intègre, pouvoir restituer les faits tels qu'ils sont, et non extrapoler vos émotions. En termes de responsabilisation dans l'administration, je prends un truc simple. C'est de mettre en place des procédures où chaque mois, je dis bien chaque mois, nous avons les états financiers de toute l'administration. Ça sera pour effet, et non, nous avons ça, et instaurer l'audit par des cabinets indépendants, bien choisis. Et vous verrez l'impact que ça va avoir au niveau de l'administration, au niveau du vol, etc. L'impact, ça va déterrer le mauvais comportement des individus.
Quand tu sais que chaque mois, écoute, je vais éplucher tes états financiers, je vais voir comment la dette est payée, je vais voir les entrées, je vais voir les justificatifs. Mais beaucoup de gens auront du mal à pouvoir se laisser tenter à dire que non, écoute, je vais confondre l'argent de l'État avec mon argent. Maintenant, lorsqu'il parle d'impeachment, mais là encore, vous avez quelqu'un qui n'a pas pris la peine de lire. Mais la moindre des choses, c'est d'aller à la source de l'information. Vous avez quelqu'un qui n'a pas lu, c'est ce qui est dit dans la loi fondamentale gabonaise. C'est ce mécanisme. Concrètement, qu'est-ce que la loi dit? Si vous l'avez devant vous, bien vous avez une idée à peu près. Qu'est-ce que la loi dit concrètement? Mais aujourd'hui, vous avez un système judiciaire qui tend à pouvoir être indépendant. Le but, c'est de quoi? C'est d'emmener les tenants de ce secteur à pouvoir être plus regardants vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis des comportements, vis-à-vis du comportement de l'exécutif. Donc la loi, elle est là, les parlementaires sont là pour pouvoir se rassurer qu'effectivement. Mais là encore, je dis encore, c'est un travail individuel. C'est facile de porter des critiques, mais prenez la peine d'aller sur le terrain, soyez député. Mais je prends le cas, je suis beaucoup les informations sur la Côte d'Ivoire et j'ai un député que j'aime beaucoup, c'est M. Assatialé. Assalé. Mais quand j'écoute ce monsieur, je vois son acte. Voici un parlementaire. Je me rappelle le problème d'Internet, c'est lui qui a mis ça. Je me rappelle, mais il continue. Il travaille à ça. Il n'est peut-être pas du pouvoir en place. Il est indépendant. Mais c'est ça. Et si nous avons des messieurs assalés à plus de 50%, cette notion d'impeachment n'aura pas lieu. C'est d'emmener les gens à pouvoir se responsabiliser dans leurs fonctions. L'intégrité. La plupart d'Africains manquent d'intégrité dans leurs fonctions. Donc, le monsieur ne prend pas la peine de lire la loi fondamentale et il spécule. C'est son droit. On est en démocratie, comme je vous dis. D'accord. Mais la majorité des Gabonais ne pensent pas comme lui, malheureusement. Malheureusement, nous sommes à la bonne chose ont toujours une fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Ce que j'ai dit, enfin, pourquoi, selon vous, donc les Gabonais devraient-ils faire confiance à Oligui Nguema pour les 6 ou bien 14 prochaines années? Personnellement, je vous dis la valeur d'empathie. Quand je suis à l'université, on dit la commune si elle est dans 25e année sur la Manhattan. Je comprenais pas au début. L'une des grandes valeurs que j'ai décidé en ce moment chez le président de la République, c'est cette empathie pour sa communauté. Cette empathie. Et cette prédisposition, je vous dis encore, de faciliter. Je suis conservateur en termes de valeurs africaines. Et au village, on a ce qu'on appelle le camp de garde, où les anciens se retrouvent et discutent avec toute la communauté des problèmes du village ou du village. Et le chef de l'État a cette approche. Oui, voilà, sous là-bas par là-bas. Le chef de l'État a cette valeur. Mais je vous dis, il ne cesse de réitérer qu'il n'est pas là pour un parti, qu'il n'est pas là pour un clan, qu'il n'est pas pour la société. Il est l'heure de travail d'équipe. Donc le référentiel est déjà dessiné. L'empathie, la valeur d'équipe, l'envie de mettre en place des valeurs d'excellence, de bonheur. Alors là, quelqu'un comme moi en tant qu'outiller dans mon domaine, ce sont ces valeurs qui peuvent me permettre d'être, en termes de productivité, le meilleur de moi pour pouvoir servir en mieux ma communauté. Et c'est ce que je vois chez le chef de l'État de la République gabonaise actuelle. Et je pense qu'avec ses compatriotes gabonais, qui ont pu leadership, s'inspirer des valeurs d'excellence, des valeurs d'intégrité, et être en fait, ce sont ces valeurs d'équipe, d'intégrité, du bien-être de la communauté, valeurs d'excellence qui me permettent de vous dire que ce monsieur est l'espoir d'un meilleur Gabon pour au moins les prochaines 7 années, quoi. Et je prie Dieu, comme je disais, je prie Dieu pour me retrouver avec vous dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et vous dire, Jacques Roger, vous vous rappelez,
Voici le Gabon actuel. La dette, la note souveraine du Gabon a été revue à la hausse. Voici le PIB. Voici la dette gabonaise qui a été baissée de 60% à peut-être 30-40%. Il y a de l'espoir. Mais je ne suis pas un membre du fatalisme. C'est-à-dire que je suis, comme le chef de l'État, il y a une situation, on fait un état de lieu, on voit ce qui ne va pas, et on voit dans quelle mesure, comment sélectionner le meilleur capital humain pour pouvoir apporter une solution pour le bien-être de la communauté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Hervé Pied. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions. Hein. Je vous permets donc de votre mot d'espoir pour la diaspora gabonaise qui vous écoute, pour les Gabonais de façon générale et même les Africains aussi qui nous suivent. Oui, je ne vous cache pas, je suis très fier de ma communauté gabonaise en ce moment. En ce moment dans les diasporas, notamment aux États-Unis et un peu à travers le monde, il y a un engouement. J'appelle mes frères et sœurs gabonaises de se mobiliser. Nous avons devant nous l'espoir d'un meilleur Gabon. Donc j'appelle au sursaut national de mes compatriotes à aller se ranger derrière le chef de l'État et apporter leur valeur ajoutée pour que tous ensemble, cessons de nous plaindre, soyons proactifs, soyons pragmatiques. Allons aider le chef par notre savoir-faire et de faire du Gabon un meilleur endroit. Il faut vivre pour nous et les futures générations. Jack Roger, c'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir exprimer mon point de vue par rapport à ce thème. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour nous et surtout portez-vous bien. Et puis, bon, on s'est dit, on se verra peut-être le 12. Savoir si M. Alain Bilal sera la surprise. Hein. Oh oui, non, ce serait un plaisir. D'accord. Ok, bon. Merci. Au revoir. Jack. Record.